Bienvenue dans Hacknia Talks, un espace de dialogue avec des investisseurs, des entrepreneurs et des bâtisseurs d'écosystèmes pour décrypter les enjeux, les défis et les opportunités qui façonnent l'avenir du capital privé en Afrique. À chaque épisode, nous allons au-delà des chiffres pour comprendre comment les fonds se lèvent, comment les deals se structurent, mais aussi comment les entrepreneurs financent leur croissance et bâtissent des projets durables. Ces conversations offrent des repères concrets à tous ceux qui veulent saisir les dynamiques réelles des marchés privés africains. Bienvenue dans Hacknia Talks et bonne écoute. Merci à tous, bonjour à tous, messieurs, mesdames. Bienvenue dans le 3e épisode des Hacknia Talks. Donc, les Hacknia Talks, c'est une série d'épisodes avec des acteurs du capital privé africain. Hacknia, c'est une solution qui est un logiciel d'agrégation de données sur les acteurs du capital privé africain aujourd'hui. Je m'appelle Christian Sokondio, je suis analyste financier à Paris et je travaille dessus avec mon équipe depuis à peu près 1 an pour développer cette solution-là. Et pour cet épisode 3, je suis accompagné de FIFA Emmanuel Doré. Je te laisse te présenter, FIFA. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est FIFA Doué, business analyst chez Akinia. Comme Christian avait dit, j'ai rejoint l'aventure depuis novembre 2024 et depuis lors, je bosse sur la préparation du projet plutôt et sur les postes également. Merci beaucoup pour ta présentation, FIFA. Pour ce 3e épisode, nous accueillons du coup un invité assez particulier. Donc, il est basé à Abidjan, monsieur Jean-Vincent Dago. Je vous laisse vous présenter rapidement en quelques mots. Merci pour l'opportunité. Je pense qu'on peut se tutoyer au fil de la discussion. Donc, Jean-Vincent Dago. Donc aujourd'hui, je suis entrepreneur dans la formation à Abidjan. Il y a une structure qui s'appelle ISE et mon parcours, il commence à Paris. Donc, dans un cabinet qui s'appelle Roland Berger. Je travaillé 3 ans avant de rejoindre un fonds d'investissement entre Abidjan et Paris qui s'appelle Ametis. Et puis donc de diriger la stratégie et les fusions-acquisitions pour le groupe Jeune Afrique Média. J'ai aussi passé par un peu d'audit et de transaction services, notamment chez Accuracy, avant de rejoindre Roland Berger. Voilà pour moi. D'accord, merci beaucoup pour cette revue de ton parcours, Jean-Vincent. On remarque ici qu'il est quand même assez riche. Donc, tu m'as parlé d'audit, de transaction services, de conseil en stratégie, donc chez Roland Berger, et ensuite de private equity et même du corporate M&A et stratégie. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire si c'était une volonté plutôt délibérée de ta part de diversifier tes compétences au fur et à mesure de ta carrière, vu que je pense que ça fait à peu près 10 ans de carrière avant de lancer ce qui fera l'objet de notre interview aujourd'hui, qui est l'IBE, pardon. Donc, est-ce que c'était plutôt une volonté pour toi de diversifier tes compétences au fur et à mesure, et plutôt par opportunité? Non, je pense que c'était dans la recherche de ce que j'apprécierais le plus. Ce que j'apprécierais le plus, c'est vrai que j'arrive à Paris. Quand je quitte Abidjan, on me parle beaucoup d'audit. Donc, je me dis, OK, je vais faire de l'audit. J'en fais pendant 6 mois. J'aime pas. Pendant que je fais de l'audit, on me parle du M&A, du TS. Bon, je, je vais chez Accuracy, ça se passe très bien. Donc, j'adore ce que je fais en transaction services. Et en fait, je pense que j'adore surtout Accuracy, qui était une entreprise qui intégrait très bien les jeunes et qui avait un bon management de ses équipes. Et donc, quand je finis Accuracy, j'ai le choix donc entre continuer en M&A et enfin entre aller en M&A ou aller en conseil en strat. C'est vrai qu'à l'époque, je me disais que j'avais plus besoin d'une expérience opérationnelle et que j'avais assez touché des chiffres. Et donc, ce qui m'a le plus intéressé, donc, c'est de faire du conseil en strat. Et puis également parce que j'avais compris qu'en stratégie, les jeunes étaient beaucoup plus valorisés, mis en avant et exposés aux clients notamment. Donc, ça, ce qui permet donc de grandir beaucoup plus vite qu'en M&A. De façon générale, hein. Je vais pas caricaturer. Je pense que c'est pas forcément vrai dans toutes les boutiques. Mais voilà. Donc, j'ai rejoint Roland Berger dans ce sens. Et donc, chez Roland Berger, je me suis vite passionné pour les due diligence, pour les fonds d'investissement. Et donc, ça m'a rapproché des fonds. Et c'est justement chez Roland Berger que
que je me suis dit, OK, bon, là, j'ai appris à faire du conseil, ça m'a bien structuré, ça a bien structuré ma façon de travailler, de réfléchir. Et quand j'évaluais les étapes, mes choix, mes options après le conseil, bon, soit on continue au conseil, on devient partenaire. Bon, ça m'excitait pas du tout. Hem, ou alors, on sort en private equity, on sort dans une direction strat. Hem, on peut sortir aussi, dans des postes beaucoup plus opérationnels, dans des boîtes, ou bien devenir chief of staff, d'une startup, enfin, ce genre de c'est vraiment ça les options, en fait, qui se présentent. Et et puis pour avoir fait un peu de finance avant, je me suis dit justement finance plus opération, aller plus loin en finance, private equity, me permettait d'avoir une vision 360. Donc je suis tout de suite allé, vers ça. C'était une très belle expérience, j'ai beaucoup appris, hem, avec les particularités donc du continent africain. Et et puis au terme de 3 ans de parcours, bon, pour des raisons plus personnelles, donc j'ai décidé de rejoindre donc le groupe Jeune Afrique, au Western Rugby. Voilà. Ok. Donc je pense que il y a que la dernière expérience qui a été faite par opportunité. Le reste, c'était plutôt, dans la recherche de soi et puis, dans la découverte. D'accord, ça marche. D'accord, ça marche. Super. Merci beaucoup pour la mise à plat de ton parcours. Là, pour les plus jeunes qui nous écoutent, peut-être là, je reviendrai sur deux, trois points. Est-ce que tu peux rapidement expliquer ce que c'est des missions d'audit, par exemple, des missions de post-transaction services ici et peut-être des missions de conseil en stratégie également pour les plus jeunes qui nous écoutent, juste pour mettre à plat à peu près chacun des rôles que tu as pu avoir. OK, Est-ce que tu OK. as d'autres à apporter? Donc OK, l'audit, c'était à Paris chez EY. Donc bon, le rôle de l'auditeur, quand on parle d'auditeur, ici, on fait référence au commissariat aux comptes, qui est en fait une profession qui est réglementée. Donc je crois qu'en France, toutes les entreprises qui ont plus de 100 salariés, ou un chiffre d'affaires de plus de 1 000 000 €, il y a des conditions qui obligent donc l'entreprise à avoir un commissaire aux comptes. Et le rôle de ce commissaire aux comptes, c'est de vérifier, de s'assurer que les chiffres que produit cette entreprise sont en conformité avec les normes comptables, heu, la réglementation, de sorte à ce que lorsqu'un actionnaire qui n'est pas donc dans le quotidien de cette entreprise-là prend les chiffres, il puisse être sûr que ce sont les chiffres qui reflètent la réalité économique de l'entreprise. Et donc c'est une mission de vérification. On arrive, on a accès à toute la comptabilité donc de l'entreprise, et on commence par faire des tests pour vérifier que bon, tout ce qui est dans la comptabilité a respecté tous les processus nécessaires pour y être. Hem et ensuite donc on s'assure également que la façon dont les chiffres sont comptabilisés, heu, reflète, façon comptabilisée dans les bons endroits, et reflète donc la réalité économique de l'entreprise, et qu'il y a pas d'altération, heu, donc des chiffres. Donc, voilà, c'est une petite équipe, 2, 3, 4 personnes en fonction de la taille de l'entreprise. Et puis on passe tout le temps, quasiment tout le temps sur Excel, et puis, à discuter avec le DAF de la boîte. Le DAF, le D'accord, directeur comptable. d'accord, super, super, très clair. Donc D'accord. ça, c'est une mission, voilà, c'est ce à quoi sert le commissariat aux comptes. Hem, bon, le junior, il va faire quelques petits calculs qui vont servir au senior, dans la plupart des cas. Heu, quand le junior est bon, il peut rapidement prendre des galons et puis avoir ce qu'on appelle un stream, heu, entier à gérer, immobilisation, chiffre d'affaires, et cetera, et cetera. Hem, bon, ce que ça apporte quand même, c'est d'être à l'aise avec Excel. Hem, d'être plutôt à l'aise avec Excel, d'apprendre à travailler quand même en équipe, quoique c'est pas forcément l'expérience la plus intégrée. Et puis, quand même une petite variété, des missions. Hem, donc ensuite, donc je rejoins, donc Accuracy. Bon là, c'est du TS Valo, donc je travaille sur plusieurs types de missions. Bon, une mission de valorisation consiste à bien comprendre, c'est trouver la valeur d'une entreprise. Heu Et pour y arriver, il y a tout un rapport, toute une méthodologie qu'on va utiliser. On va utiliser Ok. toutes les différentes méthodes de valorisation. On va mener des enquêtes,
on va analyser les chiffres, les mettre à plat et donc produire un rapport qui peut être entre une vingtaine et une cinquantaine de pages. Et ce rapport va être destiné en général aux actionnaires de l'entreprise, euh, soit parce ils veulent la céder, soit parce ils sont sur le point de rentrer en bourse, ce genre de choses. D'accord, ça marche. Et on est d'accord que ces deux premières expériences-là, c'était à Paris. Donc, c'était en stage. Enfin, c'était en stage à Paris, je veux dire. C'était des stages D'accord. apparemment, c'était sur la D'accord. Paris, Accuracy, Sanui, l'autre c'était à la Défense. Et donc, et puis après, bon, le PS classique, on intervient sur une transaction. Moi, j'avais eu la chance de travailler sur une très grosse transaction à l'époque, euh, où en fait, l'objectif est bon, le CAC produit des chiffres. Ces chiffres-là respectent des normes. Parfois, ne vont pas respecter la logique économique, la logique financière telle que les financiers l'approchent. Et donc, le rôle donc du TS, c'est de comprendre ces chiffres, les analyser, et puis de comprendre ces chiffres, les analyser, et puis arriver à produire donc ce qu'on appelle euh, des éléments de valorisation ajustés. Donc, un EBITDA ajusté, une dette ajustée, un BHR ajusté, de sorte à ce que ces éléments soient utilisés demain, après notre rapport dans la valorisation que pour la transaction. Donc, pour ça, on peut faire des analyses stratégiques, opérationnelles, et puis la plupart du temps financières pour y arriver. Voilà. Pour les deux premiers, mais bon, c'est essentiellement avec les chiffres qu'on va travailler, enfin la finance, j'ai envie de dire qu'on va travailler. Notre interlocuteur va souvent être le DAF. J'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'avoir une vue un peu plus 360 après ces deux expériences. C'est pour ça que je suis allé vers le conseil en strat et pour avoir cette vue 360 où en fait on peut travailler sur du marketing, sur de la réduction de coûts, sur de la stratégie pour entrer dans un nouveau pays, sur des due diligence stratégiques. Notre interlocuteur en général, et, euh, et ça, voilà, c'est très intéressant comme expérience, c'est très enrichissant aussi. Lors de ta présentation, en fait, tu avais dit que tu as dit plutôt que tu as taffé dans le groupe Jeune Afrique pendant 1 an et demi. Du Oui. coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une expérience passée ou tu y es toujours? Dans ces expériences passées, c'est-à-dire que là, j'ai quitté le groupe Jeune Afrique depuis, ça passe vite, hein, depuis 10 mois maintenant. C'est depuis 10 mois que c'est parti. Je travaille beaucoup sur IBE et puis j'ai rejoint donc un groupe alimentaire, agroalimentaire ici où je suis numéro 2, bras droit du CEO. On essaie de mettre on essaie de mettre tout ce que j'ai appris par le passé en œuvre pour avoir plus d'impact, quoi. Donc là, je travaille sur tous les sujets finance, strat, opération, commercial. Donc voilà, je fais un peu tout, à part des levées de fonds jusqu'à la mise en place du processus achat, quoi. D'accord. Donc, D'accord. c'est D'accord, ça marche. Je dirais que félicitations à ça chez Jeune Afrique, elle a duré uniquement 1 an et demi. Enfin, je sais pas dans quelle mesure est-ce que c'est assez court, mais pourquoi avoir peut-être décidé de l'écourter à ce stade-là? Est-ce que c'est des raisons personnelles ou des raisons peut-être de perspective de carrière? euh, alors, je pense que c'est un peu les deux, mais je pense que c'est lié. C'est surtout que c'est personnel. Le groupe Jeune Afrique, c'est un groupe familial qui est établi. Voilà, bon, les perspectives là-bas ne me ne m'excitaient pas. Et puis, je pense qu'au même moment, j'ai eu d'autres perspectives. Je pense que j'ai eu l'appel de l'entrepreneuriat. Je me suis rendu compte à ce moment-là aussi que IBE avait de l'attraction. Et comme il y avait de l'attraction, je me suis dit, OK, pourquoi pas tenter cette aventure. Et en même temps, j'ai rencontré donc ma CEO aujourd'hui qui m'a dit, moi, je veux rapprocher les gants dans 5 ans. J'ai besoin de quelqu'un pour mettre des choses en place, stabiliser la boîte, lever des fonds et tout ça. Et, euh, et puis bon, voilà, on s'est bien entendu, ça s'est bien passé. Donc, j'ai rejoint sa boîte et je fais les deux en parallèle maintenant, quoi. D'accord, ça marche. Et juste pour préciser là, IBE, c'est pour Ivorian Institute of Business Education. Donc, c'est la structure et l'éducation qu'a monté Jean-Vincent, dont on parlera tout le temps en interview.
les différentes expériences que tu as eues dans le passé, c'est-à-dire l'audit, le TS, également avec Roland Berger en conseil en strat, est-ce que je peux dire que cela te sert dans ton approche entrepreneuriale actuelle et également dans le groupe alimentaire? Ah oui, bien sûr. Alors, moi, je sais pas, mais j'ai la chance. Je pense que tout ce que euh, je me sers aujourd'hui de tout ce que j'ai touché. Même, on peut même partir même au-delà de EY, donc en audit. Avant ça, j'avais fait une expérience dans une banque à Abidjan qui s'appelle Standard Chartered Bank. C'était une petite expérience de 4 mois, 4, 5 mois. Même ça me sert encore aujourd'hui, en fait. Parce que là, je me souviens que là, j'avais construit mes bases sur Excel, mes petites bases de reporting. Euh, Après, en audit, j'ai fait beaucoup de compta. J'ai appris à croiser les comptes pour vérifier s'ils se parlent et tout ça. En TS, j'ai appris à faire un quality of earnings pour faire un EBITDA qui est clean. Bon, le EBITDA qui est clean m'a servi ensuite en private equity. Euh, Pouvoir contrôler les comptes également, ça m'a servi. Enfin, bref. Et jusqu'aujourd'hui, en tant que numéro 2 de la boîte, je dois contrôler le DAF. Et des fois, quand ils m'envoient des informations, c'est ces réflexes-là que j'utilise, quoi. Donc, je pense que vraiment, oh, j'ai eu la chance d'apprendre quelque chose, et de retenir quelque chose partout là où je suis passé. Et, et tout cela me sert aujourd'hui, en fait. Et je pense que ça fait partie des forces que j'ai dans mon profil, de pouvoir à la fois parler donc de marketing, de compta, de finance, de droit, si on doit parler de corporate, voilà. Donc, je suis assez satisfait d'avoir pu engranger ces expériences et puis d'avoir pu en tirer quelque chose à chaque fois. D'accord. Le droit, tu l'as plus appris lors de ton expérience en private equity, j'imagine. Exactement. Droit, c'est essentiellement private equity, effectivement. Oui, en fait, une transaction, c'est que des papiers. Ouais, c'est beaucoup de C'est papier. les juristes. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de papiers. Et il faut les lire, et il faut les comprendre. Et donc, voilà. Donc, on est obligé d'apprendre. D'accord, ça marche. D'accord, merci beaucoup. Donc, de tout ce que tu me racontes, on comprend bien que je pense que tu es né en Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas, normalement. Et en Côte d'Ivoire, c'est D'accord. ça. Donc, tu es né en Côte d'Ivoire, tu as fait tes études à Paris, tu as eu des expériences à Paris avant de rentrer du coup en Côte d'Ivoire. Donc, tu as cette double vue là, on va dire, entre guillemets, sur le continent africain et sur le continent européen, donc plutôt l'Occident, etc. Donc là, j'aimerais peut-être savoir ici comment tu perçois donc l'évolution du marché des fusions et acquisitions sur, je dirais peut-être dans la zone ouest africaine parce que c'est peut-être là que tu es le plus concentré, entre guillemets, dans la zone ouest africaine. Avec donc du coup, comment tu vois les dynamiques économiques et financières dans cette région-là? Vis-à-vis du coup de la zone occidentale, etc., que tu as côtoyé également. Merci pour ça. C'est une grande question. Alors, ici, j'ai envie de dire, si on doit comparer pour commencer, c'est embryonnaire. Euh, En comparaison à la zone occidentale, c'est naissant. Donc, En revanche, ça va. excuse-moi de te couper, tu dirais que ça quel stade à peu près? Enfin, on sait que le private equity en France, par exemple, enfin, ça commence vraiment dans les années 90, voilà. Donc, Ouais. toi, à peu près, tu devrais situer une sorte d'année, euh, où se situe le private equity africain actuellement vis-à-vis du private equity européen. Je sais pas si tu comprends. Donc, On est en 95. ok, On est en 1995. ok, Puis, je dirais même pas africain. C'est africain. Africain, ça va être, euh, euh, africain, ça va être trop généralisé. Enfin, il y a beaucoup d'Africains. il y a beaucoup L'Afrique, d'Africains. l'Afrique du Sud, ça n'a absolument rien à voir. Euh, le Maroc même commence aussi à aller vite aussi. Euh, donc, je vais me concentrer sur la zone ouest africaine. D'accord. Euh, Ouest africaine, francophone. Ouais, avec le Ghana, le Nigeria aussi. Bon, ouais, je connais un peu. Alors, oui, je pense que je dirais on est en 1995. Faut que vous puissiez avoir les choses en tête. La principale place financière en Afrique francophone de l'Ouest, ou en Afrique francophone même tout court, si on exclut le Maroc, euh, c'est euh, c'est la Côte d'Ivoire, donc c'est Abidjan. Abidjan, en 2013,
il y avait 3 fonds à peu près actifs. D'accord. Il y avait ECP, il y avait Phoenix et il y avait un autre dont j'ai oublié le nom. C'était vraiment j'avais 3 fonds, quoi, qui étaient vraiment actifs et présents, je veux dire. Présents surtout. Aujourd'hui, en 2025, il y en a environ une quinzaine, voire plus, Ok. qui sont présents à Abidjan. Donc, c'est x5, c'est allé vite. Il y a un écosystème autour qui s'est développé avec des cabinets d'avocats qui sont installés, avec des boutiques M&A qui, depuis 2014-2015, également sont installés. Et donc, tout ça, et puis il y avait une période aussi économique, enfin, un enrichissement assez fort dans la zone, hein, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. La décennie 2012-2020, c'est une décennie de fort enrichissement pour ces économies-là, avec des croissances de PIB en moyenne de 5 à 6%. Et donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus riches. Il y a une modernisation des méthodes économiques et donc les fusions-acquisitions sont développées. Donc, il y a des entrepreneurs qui étaient plus traditionnels, qui n'allaient jamais accepter d'acheter un autre, bien d'accepter de vendre leur boîte, donc qui accepté de le faire, de s'associer, etc. Et donc, ça crée donc ces 15 dernières années, allez, ces 10 dernières années, de 2015 à 2025, une accélération du nombre de transactions et puis même une modernisation des modes de financement. Sinon, tout ce qui est financement structuré, alors, qui n'existait absolument pas par le passé, commence à exister. Il y en a 3-4 banques qui sont assez compétentes dans ce domaine, même si tout le monde dit qu'il le fait. Puis voilà. Ok. Ici, par exemple, le private equity, c'est essentiellement, à 90%, c'est du capital développement. Tout ce qui est très développé en France, qui est le LBO, en France, dans le monde occidental, qui est le LBO et le VC, c'est embryonnaire, voire inexistant ici. Les transactions de LBO ici se comptent sur les doigts, quoi. Euh, voilà. Donc, bon, c'est vraiment, ça se développe fort, ça va vite. Euh, Ça va vite. Il y a de plus en plus de fonds qui se créent, de plus en plus de fonds qui sont levés, etc. Donc, ça va vite, mais c'est encore, en termes de masse, très, très faible. D'accord, ça marche. Donc, juste pour préciser les termes ici, tu as parlé de LBO. LBO, du coup, pour leverage buyout, donc c'est du rachat d'entreprise avec de la dette. Tu as parlé de capital développement. Capital développement, du coup, c'est de l'augmentation, tu me dis si je me trompe pas, de l'augmentation de capital, du coup, via du secondaire, pour du coup développer une entreprise. Donc, en général, ces opérations-là se passent sans dette. Et tu as parlé de VC, donc venture. C'est la partie d'investissement privé dans les startups, donc qui sont des actifs à forte innovation avec technologique en général et à forte croissance. Voilà, donc juste pour préciser les termes pour les personnes qui ne seraient pas familières du monde. C'est pour ça que Ah je ouais, te conseille. capital développement, c'est beaucoup aussi en capitaux propres, hein. C'est pas que de dette. D'accord, Capital Corporation. Ok, ça marche. Ouais, ok, ça marche. Merci pour la Là, c'est précision aussi. c'est des augmentations de capital souvent, justement pour investir dans la boîte et financer son développement. D'accord, Euh, d'accord. Ok, ok, ça marche. Merci beaucoup à toi pour cette précision-là. Donc, on se rend bien compte que, on va dire que l'activité capitale privée est encore embryonnaire dans la région ouest africaine francophone. Donc, j'imagine bien que, enfin, on a vu en Europe ce qui s'est passé, hein. Donc, au fur et à mesure, les fonds de private equity arrivaient, donc les métiers adjacents, ils essaient, etc., ils se créent. Donc, on va dire, les métiers du conseil, que ce soit du conseil financier pour le M&A, que ce soit du conseil légal, etc. Voilà, donc comment tu vois cette naissance-là des métiers sur Abidjan? Enfin, je sais qu'il y a de plus en plus de cabinets de conseils légaux focalisés M&A qui se créent. Enfin, comment toi tu entrevois du coup cette florissance-là, je dirais, des cabinets sur la zone ouest africaine? Comment j'entrevois, c'est-à-dire comment on se projette ou bien qu'est-ce que Je veux dire, comment tu analyses cette naissance-là maintenant et comment tu analyserais ça dans un futur proche ou voire plus lointain? euh, Pardon. non, je pense que bon, il y a la première chose déjà, c'est que il y a une comme il y a une absence ou une insuffisance de fonds d'investissement, il y a beaucoup de personnes privées ou d'institutions qui voient l'opportunité de créer des fonds. D'accord? De créer des fonds pour venir saisir les opportunités qui se créent. Et ces opportunités se créent parce que, bon, même si on est encore très loin des standards qu'on devrait atteindre, il y a une croissance économique, il y a un enrichissement de la population, donc la population qui consomme s'agrandit.
Euh, il y a également des... Alors, le niveau moyen d'éducation n'est pas, c'est pas beaucoup amélioré, mais il y a une élite économique et financière africaine qui se crée. Par exemple, fou. Donc, dans 10 ans, vous allez, dans 10 ans, je vous souhaite que vous soyez dans les meilleures banques d'investissement ou cabinets de conseil, etc., qui existent en Europe. Et à un moment, il y a peut-être un appel vers le continent. Et donc, vous allez avoir accès à un réseau. Vous allez avoir accès, donc vous avez déjà accès à la connaissance nécessaire pour pouvoir structurer un fonds. Et donc, vous allez aller appeler des fonds, les structurer pour pouvoir saisir des opportunités ici. Et, euh, et, euh, et on le voit, c'est-à-dire que il y a de plus en plus d'Africains qui savent le faire. On parle d'un Nkonkwo, mais le Nkonkwo, c'est déjà une génération quasiment avant nous. Mais entre les Nkonkwo et moi, par exemple, qui ai 33 ans, euh, euh, il y a beaucoup de jeunes Africains qui sont passés par les meilleures banques dans le monde et qui veulent rentrer et qui veulent mettre leur main à la pâte, construire quelque chose. Et en général, ils le font via ce qu'ils connaissent, c'est-à-dire la finance. Bon, soit ils montent des cabinets de conseil pour du M&A, du conseil au gouvernement pour lever des fonds, etc. Bien, ils vont intégrer des banques qui font du financement structuré, ou alors monter des fonds d'investissement. D'accord. Donc Ok. pour moi, la tendance ne peut que s'améliorer. Et puis en termes de réglementation, les économies commencent à regarder aussi comment structurer des fonds localement plutôt que de les structurer. Bon, pour l'instant, les structurations, c'est soit à Maurice, soit dans le Delaware ou au Luxembourg. Oui. Euh, et là, on commence à avoir quelques économies, notamment la zone UEMOA, qui essaie de se moderniser pour pouvoir structurer des fonds au Togo, en Côte d'Ivoire, etc. Ce qui permet d'avoir le capital disponible ici, quoi. D'accord. Et donc, moi, ça ne peut qu'aller en s'améliorant si on met de côté tous les soucis sécuritaires et tous les soucis d'élection instables. Euh, même ça, c'est des points. C'est-à-dire que bon, même s'il y a de l'instabilité, ça dure 2-3 mois et puis après, bon, ça repart. Ok. Même Non, tout à fait. le Burkina fait 6% de croissance, le Mali fait 6% de croissance, le Niger aussi. Ouais, Euh, ouais. donc bon, je pense qu'il y a il y a de la place pour aller chercher les opportunités. Ça marche. Ok. Du coup, selon toi, Jean-Vincent, tu penses que dans les années à venir, les offres au niveau du M&A, du private equity, et on respect même au niveau du venture capital et autres, les opportunités vont s'accroître d'année en année. Il y aura, on va dire, plus d'offres sur le marché pour une jeunesse, on va dire, désireuse de travailler dans ces secteurs dits élitistes. Oui, oui, c'est sûr. En fait, bon, moi, je suis à Abidjan, donc je vois ce genre de choses. Là, il y a la Banque européenne pour le développement, la BERD, je sais plus comment, Ouais. IRDB. Oui, oui, Qui oui, oui. s'est installé à Abidjan, qui est en train de chercher plein de profils actuellement, euh, Ok. depuis junior jusqu'à principal. Euh, il y a un fonds, il y a un fonds du Middle East qui est en train de s'installer et qui cherche aussi quelques profils. Il y a toujours quelqu'un qui crée, il y a toujours quelqu'un qui a envie de créer une banque d'affaires parce qu'il a eu 2-3 opportunités, donc il cherche aussi des gens pour exécuter. Euh, Hier, j'étais avec un gars qui bosse dans une holding, dont je vais taire le nom, mais pour un très très gros homme d'affaires, qui me dit qu'il a besoin de juniors parce qu'il est en train de faire des transactions, il veut racheter des banques, donc il a besoin de gens pour bosser avec lui. Enfin bref, il y a une modernisation de l'économie et il y a un besoin clair. Il y a un besoin Ok. clair de type de compétences-là. Après, c'est pas le même niveau de salaire, forcément. Ouais, ok. Oui, oui, c'est ça, Ouais, c'est pas le même niveau de salaire, donc il faut être ouvert. on va. Ok, ça marche. Ça marche. Merci beaucoup pour ta réponse. Tu as évoqué plus récemment, tu as dit que ce sera des profils comme nous qui enfin, feront peut-être des grosses carrières dans des cabinets de conseil ici ou dans des fonds de private equity ici en Europe. Entre guillemets, je suis basé à Paris, qui viendront, enfin, qui rentreront peut-être à un moment donné sur le continent africain pour développer de l'activité là-bas. Et je comprends bien que tu en as envie avec du coup la structure éducative que tu as créée, c'est de former ces profils-là sur le continent. Du coup, là, j'aimerais bien savoir ce qui t'a mené peut-être à identifier ce besoin spécifique-là de formation.
en finance pour la jeunesse ivoirienne et peut-être pour les jeunesses de d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ou même du continent global plus tard. Ah, ok. Bon, je pense que le lancement de IB, ça, enfin, c'est une histoire d'abord personnelle. Donc moi, j'ai toujours aimé partager avec des étudiants, mentorer ce genre de choses. La première fois que j'ai eu l'opportunité de donner des cours, c'était à l'ESCP, pour le compte de Roland Berger. Il y avait un partenariat sur le master en stratégie, sur l'aspect strat, où Roland Berger avait un cours. Et donc, moi, je partais avec des collègues pour donner ce cours-là. Et j'ai apprécié, enfin, je me suis senti à l'aise, très à l'aise, et ça me semblait naturel de faire ça. D'accord. Et donc, quand je rentre à Abidjan, j'essaie de continuer la même chose. Donc, je donne des cours dans une école privée. Là, c'est plus des cours de strat, c'est plus des cours de finance, où je les apprenais à faire de la valo et de la modélisation. Et ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, après les étudiants de Master 2, euh, qui savaient pas utiliser Excel, D'accord. qui savaient pas utiliser PowerPoint, Ok. qui connaissaient pas leur état financier. Et je me suis dit, OK, il faut tout refaire. Je suis allé voir l'administration de cette école, je lui ai dit, confiez-moi des cours à partir de la licence, voici ce que je veux faire. Comme cours, pour m'assurer que les étudiants ont le niveau qu'il faut lorsqu'ils arrivent en Master 2 en finance. Ils m'ont dit que ces cours-là étaient déjà donnés par d'autres profs. Alors, ces profs que je connaissais, parce que ces profs m'avaient donné déjà cours à Abidjan il y a 12 ans. Donc, 12 ans avant. Donc, je comprenais que au bout de 12 ans, leurs méthodes n'ont pas changé, le contenu de leur cours n'a pas changé, et donc ces étudiants-là ont les mêmes lacunes que moi il y a 12 ans. Euh, et ils n'ont pas voulu me confier ces cours-là, puisque c'est des profs qui ont un historique, qui ont de la personnalité, de l'aura, etc. Donc, on va pas prendre ça pour donner aux petits qui viennent d'arriver. Ils vont être vexés. Ils vont être vexés et puis ils vont pas l'accepter tout court, même, en Et, fait. excuse-moi de te couper, tu dirais que c'était quoi la différence entre les formations que tu proposais et le contenu des cours que les profs un peu plus à l'ancienne, ils proposaient? C'est-à-dire que, alors, je prends un exemple, cours d'analyse financière. On vient en analyse des ratios, ce qui est bien. Il faut Oui. revenir les ratios et tout ça, ce qui est très bien. Mais on enseigne ces ratios à des gens qui savent pas c'est quoi un EBE ou un EBITDA. C'est pas exactement la même chose, mais bon, on enseigne ça à des gens qui savent pas ce que c'est. Euh, D'accord, ok. Ils ne savent pas ce que c'est dans sa, Donc, ils voyaient pas le bien pas. dans sa nature. Dans sa nature. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent Ok, pas ça c'est ça. quoi Ok. c'est quoi. J'ai entendu des gens dire une boîte ne peut pas générer du cash si elle fait des pertes. Je dis n'importe quoi. Ce qui n'est pas vrai. Ils ne connaissent pas la génération de cash. Ils ne connaissent pas leur tableau de flux. Enfin bref, beaucoup de lacunes de base. Ouais. On vient leur apprendre des ratios. Alors qu'en fait, il faut travailler sur ces lacunes-là. Ça, c'est la première chose. Ok. La deuxième chose, c'est que on fait des analyses de ratios, mais on ne se projette pas dans un métier. Les analyses de ratios peuvent servir à plusieurs choses. Soit on fait de la dette, j'ai envie de dire normale, et donc on va analyser certains ratios, et on va les interpréter d'une certaine façon, ou on fait de la dette un peu structurée et on va analyser d'autres ratios qui seront analysés d'une autre façon. Ok. On fait, j'ai envie de dire, de l'analyse financière sur les marchés, je veux dire, ce qu'on appelle des recommandations boursières, à l'achat, à la vente, etc. Et il y a certaines analyses à faire. Ou alors on fait du private equity. Et donc, voilà. Mais en fait, il n'y a aucune orientation métier. Et donc, on demande aux gens d'analyser des ratios Ok. sans savoir vers quelle conclusion Ok. ils doivent aller. Donc, c'est de la littérature. C'est de la littérature des clients. Et je sais parce que j'ai été à leur place. Donc, je connaissais les ratios, mais je ne savais pas à quoi ils servaient. Et donc, en fait, donc voilà, donc je fais ça pendant 1 an et demi, donc ou 2 ans même, je fais ça pendant 2 ans. J'arrive à identifier des gens qui ont beaucoup de potentiel et tout ça.
Et puis bon, au bout de 2 ans, il ne me donne pas les cours que je veux, donc j'arrête. Et je me Ok, dis: «C'est ça pas la marche. peine». De toute façon, je vais continuer à donner des choses aux gens qui ne pourront pas utiliser parce qu'ils n'ont pas les bases. Et donc, en fait, D'accord. je passais mon cours à refaire les bases plutôt qu'à refaire des cours de valo. Heu Ok. et donc j'ai arrêté. J'étais pas très bien payé, hein. Je faisais ça, aussi parce que ça me plaisait. Donc il y avait aucun intérêt, à le faire, ni prendre du plaisir, ni de l'argent. Donc j j'ai vite arrêté au bout de D'accord. 2 ans. Et puis, heu, on essayait de recruter chez Amétis. On prenait que des gens qui venaient de Paris, en stage. On prenait Oui. des gens qui venaient de Paris, on leur donne 1 000 €, voire plus. Et je me disais: «Mais en fait, notre métier, c'est pas un métier de pas faire Polytechnique pour pouvoir le faire, quoi». Ouais, bien sûr. Heu, donc on a commencé à chercher des profils locaux. Donc on allait dans les meilleures écoles, INTH, BDM, Socro, NCA, et cetera. Mais bon, ça n'allait pas, quoi. Ok, Il y avait d'accord. pas il y avait pas le niveau, pas parce qu'ils sont pas intelligents, mais parce qu'on n'a pas appris. On n'a pas appris. Hem Ok. et donc bon, pendant 1 an, on essaie de recruter, on n'y arrive pas. J'avais pris un gars sous mon aile que j'avais formé, progressivement, heu et qui a réussi à intégrer un métier en stage au moment où je pars. Donc D'accord. au moment où j'arrête. Et à ce moment-là, je me dis: «Bon, il y a quelque chose à faire. Il faut préparer ces profils. Il faut préparer des gens, localement qui vont coûter genre 3 fois moins cher que vous, qui venaient de Paris ou de l'étranger», je veux dire. Heu et je me dis, je me mets avec un ami et je pense: «On va essayer, on va faire un truc, 15 places, pas plus. Comme ça, on peut bien les suivre individuellement. Ok. On va, comment dire? Concevoir ce parcours en consultant la plupart donc des banques d'affaires et des fonds d'investissement qu'on connaît. Donc on met en place un curriculum et ce curriculum, on partage avec tout le monde pour que chacun puisse faire ses annotations. Donc D'accord. ils font les annotations et puis on synthétise tout ça d'un parcours au départ de 120 heures. On se dit: «OK, on va commencer par les bases, on va faire de la compta, l'analyse financière, et cetera», de sorte à préparer à ce qu'ils aient les bases et qu'ils comprennent les métiers. On finit avec ce qu'on appelle les métiers, des cours métiers. Il y a un cours qu'on appelle banquier d'affaires, un cours qu'on appelle private equity. Alors qu'avant, on fait des cours donc de compta, d'analyse financière, de modélisation et de valo, qui sont des cours qui sont plutôt techniques. Euh, Et ensuite, on les applique donc aux 2 métiers qui nous intéressaient donc à l'époque, qui étaient ces 2-là. D'accord. Donc D'accord. donc on a fait ça, on a conçu ce parcours et 1er essai, on a fait, le plein. Les gens ont beaucoup apprécié nos méthodes, c'est que des praticiens, beaucoup de pratiques pendant les cours. Hem, Ils en ont parlé autour d'eux. Heu, 2e, cohorte, on fait quasiment le plein. 3e cohorte, on fait le plein et on se dit: «Bon là, on ça c une cohorte, c'est 3 mois, donc quand on fait 3 cohortes, c'est passé 9 mois». 9 mois, on se retrouve en juin 2024, juin-juillet 2024, c'est les vacances. Et donc c'est à partir de ce moment-là que je me dis: «OK, il y a une traction pour ce truc». Il va- Et donc c'est voilà, c'est exactement à cette période que je parle de Jeune Afrique. C'est dans D'accord. ce moment. Ah, d'accord. Hem, Ok, ça marche. Ok. Ok, ça marche. Super donc voilà. intéressant. Et Du donc coup, du coup, est-ce que tu pourrais juste pitcher rapidement ce que c'est IIBE? Du coup, là, tu nous as raconté un peu les débuts, la genèse, etc. Donc, en termes d'identification de problèmes et en termes d'identification de problèmes, en termes de construction du premier produit. Donc, est-ce que tu pourrais nous pitcher rapidement ce que c'est IIBE avec les principaux chiffres que vous avez atteints aujourd'hui? c'est un institut de formation qui s'est donné pour mission de combler le gap entre les besoins pratiques des entreprises et les formations encore très théoriques, données dans la plupart des écoles et universités privées, publiques en Côte d'Ivoire. Hem, on a commencé donc notre mission donc par les métiers de la finance naturellement parce que c'est notre parcours, avec donc un certificat d'analyste financier, un certificat pour juriste en fusion-acquisition et là, on vient de lancer un certificat pour juriste en, PPP. Hem, notre logique, c'est une logique métier, c'est-à-dire qu'on propose des formations courtes, intenses, sur un métier spécifique, de sorte à ce que au terme de la formation, il y ait un savoir-faire clair pour une chose. Donc D'accord. si vous voyez donc analyste financier, je sais faire une chose, PTP, je sais faire une chose, fusion-acquisition, j'apprends à faire une chose. Et là, donc là, on travaille sur plusieurs autres certificats, donc dont un en financement structuré, heu
est très orienté métier. Ensuite, on va se diversifier vers des certificats beaucoup plus généralistes, grand public, notamment ce qu'on appelle le media buying. Comment faire de la publicité sur Meta, Google, pour pouvoir générer des revenus, accroître les revenus d'une entreprise, etc. Donc là, on est en train de commencer à construire ça et on pense pouvoir le lancer dans les 2-3 prochains mois. Donc, ça va être toujours une approche qui est la même. On conçoit le certificat avec des personnes qui sont dans le secteur, qui savent comment ça marche, qui savent quel est le besoin vraiment pratique au day-to-day pour des juniors et des confirmés. D'accord? Donc, par exemple, pour le financement structuré, on a discuté avec des gens qui travaillent dans les équipes de Société Générale, les équipes d'EcoBank, et puis une boîte de conseil qui s'appelle Kiss Finance. Et on a réuni les besoins et on a construit le parcours avec eux de sorte à ce que quelqu'un qui est successful sur ce parcours-là puisse intégrer leurs équipes et puis travailler avec les normes du métier. Donc c'est la même chose pour le PPP, c'est la même chose qu'on a fait pour les fusion-acquisition, et c'est exactement la même approche pour ce qu'on appelle le media buying également. On a pris 2-3 experts internationaux, des gens qui ont travaillé en Amérique du Nord, en Europe, et qui sont ensuite en Côte d'Ivoire, et donc qui ont les meilleures techniques et qui ont une connaissance du marché local. Avec l'approche aussi très pratique. Par exemple, sur le media buying, pour chaque cohorte, il y a un entrepreneur qui vient avec sa boîte, qui donne ses accès Facebook, et ils vont voir tout de suite leur impact puisqu'ils auront les résultats donc de ce qu'ils ont fait. Et donc on est vraiment dans cette approche très pratique sur tout ce qu'on fait, quoi. Donc voilà, pour ce qui est IBE, on vous apprend un métier de façon pratique et intensive sur une courte période. D'accord, ça marche. Ok. Voilà. Vincent, donc que tu parlais de l'IV au début, tu as dit que la première cohorte, il y avait beaucoup de professionnels. Du coup, c'était quasiment que des professionnels et c'était vraiment 3 mois intenses. Du coup, au vu de l'intensité du programme et de la cible également, est-ce que tu as peut-être au départ envisagé de faire un certificat plutôt 100% digital? Et si oui, pourquoi as-tu peut-être abandonné cette idée pour proposer à la fois du digital et du présentiel? Alors, euh, c'est intéressant. Je crois beaucoup à la formation présentielle à cause des interactions humaines. Je pense que l'interaction humaine permet de mieux cerner les problèmes des gens et de mieux les aider. Parce que quand on est en présentiel, par exemple, je peux passer derrière votre ordinateur, faire votre modèle pour voir ce qui va, ce qui va pas. Ouais. Donc, il y a cette proximité. Et puis, il y a la proximité aussi que ça crée. Et quand on est proche, on peut plus facilement exprimer ses besoins et puis ses problèmes. Euh, donc, on a commencé par ça. Et quand on a commencé en présentiel, on a donné la possibilité à certaines personnes d'être à distance. C'est-à-dire, le jour où elles peuvent pas se rendre en cours et qu'elles peuvent se connecter à distance, elles peuvent Donc, ça nous a permis en même temps de tester le distanciel. Ok. D'accord? On s'est rendu compte qu'il y avait du potentiel dans le distanciel et que si le professeur faisait suffisamment attention aux personnes en ligne, il n'y avait aucun problème. Donc, Ok. on a lancé le distanciel en septembre 24. Donc, depuis septembre 24, par exemple, on a des gens qui participent depuis le Burkina, le Sénégal, le Congo, le Togo, le Bénin, tout ça. D'accord. Même depuis la France, d'ailleurs. On a eu des gens de France qui se sont inscrits. D'accord. Donc, on fait du distanciel. Aujourd'hui, c'est pas encore massif, c'est essentiellement encore du présentiel. Euh, Ok. on va, on va rajouter du digital, mais ça sera du digital coaché. C'est-à-dire que il y aura les cours, les capsules en ligne, euh, que vous pouvez consulter, etc. Et il y aura des sessions en petits groupes, 5 personnes, un prof, où justement vous allez parler de ce que vous avez pu voir sur les capsules en ligne. Ça va nous permettre donc de pouvoir faire plus de volume, voilà, puisqu'on va faire ça moins cher également. Et puis, ça va aussi nous permettre de pouvoir garder cette proximité qui est, je pense, qui est très importante pour s'assurer que les gens ont bien intégré ce qu'on leur a appris. C'est simple, hein. Moi, je prends le cas de certificat qui s'appelle FMVA, que vous connaissez certainement. Il y a plein de gens Ouais. qui font FMVA, qui le valident et qui viennent chez nous et qui n'ont pas le niveau. C'est-à-dire que ils ont juste validé un truc sur Internet, mais ils n'ont pas acquis des compétences solides.
parce qu'ils ne se sont pas donnés suffisamment sérieusement au truc. Donc, on veut pas que ça nous arrive. On veut pas que des gens aient des certificats IBE et puis qu'ils ne sachent pas faire. Donc, on veut pas juste mettre le truc en ligne et puis laisser la possibilité à tout le monde de venir juste payer, s'inscrire et puis avoir le certificat après. On veut vraiment que D'accord. ils mettent en application, eux, pour pouvoir contrôler ça, etc., etc. Voilà. D'accord, ça marche. La certitude de savoir qu'ils auraient la compétence. Voilà, c'est ça. On veut qu'ils aient la compétence. Par exemple, nous, dans ce certificat, on sélectionne les participants. Il y a un entretien. On ne faut pas juste Ok. s'inscrire. Si on devait juste s'inscrire, on aurait formé beaucoup plus de gens. D'accord. Mais par exemple, là, en septembre, on a eu 60 candidatures. Là, pour l'instant, on en a retenu 18. Plus de 60 même. On a retenu 18 parce qu'il y en a qui sont éliminés sur CV avant même de venir à l'entretien et puis il y en a qui sont éliminés après l'entretien. Ok, Donc, ça on a marche. retenu 18 et bon, le but, c'est d'en avoir 20, quoi. Euh, on veut vraiment construire ça. Un peu comme les écoles de commerce, quoi. D'accord, ok, ça marche. Ça marche, merci beaucoup. Super, super. Super, c'était vraiment bien expliqué. Ok, ça marche, c'était vraiment bien expliqué. Donc, bravo déjà pour tout ce parcours. C'est assez cool. Donc, on voit également les aspirations futuristiques que tu as. J'aimerais juste savoir pourquoi peut-être avoir mis autant de produits en ligne dès, enfin, je veux dire, dès la première année d'existence, sur la première année et demie d'existence, je dirais. Vu que tu parles de certificat d'analyse financière qui est plutôt pour les banques d'affaires, je dirais. Tu arrives au certificat de juriste M&A, tu passes par le certificat de PPP que tu mets en place actuellement. Pourquoi avoir cette diversité-là en termes de produits aussi rapidement, je dirais? Euh, Parce qu'il faut croître. Ah, ok. Oui, parce que j'ai des charges fixes. Ok, Non, non, ok. alors, plus sérieusement, non, on se rend compte que ça marche. On se rend compte que ça marche. Les gens aiment. Quand je dis les gens, c'est les participants et les gens qui recrutent après, les D'accord, participants. d'accord, Euh, euh, et donc, on se rend compte que ça marche. Sur tous les métiers sur lesquels on se positionne, pour l'instant, c'est des métiers niches et nouveaux. d'accord. Quand je prends fusion-acquisition, bah, on en a parlé, hein, c'est encore la genèse. PPP, c'est pas la genèse, mais les savoir-faire locaux sont très rares. Les PPP, les gens font depuis 20 ans, 25 ans, mais là, ça se multiplie et les savoir-faire locaux sont très rares. Donc, c'est beaucoup d'avocats, étrangers occidentaux qui travaillent sur ces projets-là. Alors qu'en fait, on a des avocats locaux qui peuvent très bien le faire, juste ils n'ont jamais été formés dessus et n'ont jamais eu Ok, l'opportunité de travailler dessus. Financement structuré, pareil. À Abidjan, il doit avoir 5-6 équipes de financement structuré, dont deux qui sont bien compétentes, quoi. Donc, il y a de la place. Et puis, on va faire des incursions sur des choses sur lesquelles on est moins proche. Ce que je disais tout à l'heure, donc media buying, parce qu'il y a un vrai boom de l'e-commerce. C'est de la folie. Il y a plein de gens qui vendent en ligne. Enfin, le petit entrepreneur, moi, je veux dire, bon, mon épouse, par exemple, elle fait de la vente en ligne et ça va vite. Et elle a des compétences assez pointues sur le sujet, qu'elle a apprises à l'étranger. Euh, et qu'en fait, par exemple, elle n'arrive pas à trouver des gens pour la seconder sur la partie structuration de sa communication et puis de l'achat de publicité. Moi, j'ai constaté ce besoin en partant d'elle. Mais en fait, après, j'ai approché moi, j'ai eu ce besoin. J'ai approché d'autres personnes. En fait, les profils sont très rares et voire inexistants, en fait. Des gens qui maîtrisent et qui comprennent vraiment ce qui se passe avec les algorithmes de Google, de Meta, de TikTok. Et donc, qui savent faire l'achat de la publicité de sorte à avoir de vrais résultats. Et, euh, et donc, j'ai identifié 3 personnes qui ont travaillé aux États-Unis, au Canada et en France sur ces sujets-là, avec des personnes qui ont eu des résultats dans des domaines variés, qui sont ok, actuellement à Abidjan, qui ont des postes plutôt à responsabilité et qui eux-mêmes en fait ont besoin de juniors. Et ils se rendent compte qu'ils n'en trouvent pas. Et donc on a structuré donc 2 parcours, un niveau 2, pour pouvoir justement atteindre cette population-là. Et puis toujours avec la même recette. Euh,
pratique, réseau, approche métier, quoi. Donc, on pense que ça devrait marcher. On va voir. Donc oui, c'est les opportunités aussi qui nous appellent, quoi. C'est vraiment les opportunités aussi. D'accord, ça marche. Et puis là, j'ai envie de croître, quoi. J'ai envie d'aller vite, là. J'ai envie de D'accord, courir. ça marche. Est-ce que du coup, sur le long terme, l'idée serait peut-être de devenir une sorte de mini NBA, entre guillemets, pour les gens en Côte d'Ivoire et peut-être dans d'autres pays? Alors, moi, alors, il y a plusieurs modèles, hein. Il y a un modèle que vous connaissez bien, c'est le modèle ICCF, First Finance, je crois, qui fait le ICCF, qui a quatre certificats bien connus. Moi, j'ai vu leurs chiffres, hein. Je ne vais pas les dévoiler ici, mais ils sont bien modèle aspirationnel. On peut atteindre leur niveau, peut-être pas en termes de volume, mais en tout cas en termes de positionnement. Ok. Ça, c'est mon modèle numéro 1. Et donc, c'est pas un biais, mais c'est vraiment des formations très spécifiques sur des sujets précis, où on apporte vraiment de la valeur aux gens. Et puis, il y a un autre modèle qui m'intéresse. C'est le modèle UNICAF. Je pense que vous connaissez moins parce que c'est beaucoup plus Afrique anglophone. Lui, son modèle, c'est Ouais. je fais du digital, donc physique et digital. Euh, je vends des formations physiques et digitales en partenariat avec des universités anglaises principalement. Donc, en fait, ils vendent des diplômes et du contenu des universités anglaises à des Africains via de la formation en ligne et de la formation en présentiel. Il y a des petites écoles dans différents pays, des centres où on peut prendre des cours présentiels. Euh, et puis également, on peut se connecter et avoir accès directement aux cours qui sont donnés par l'université anglaise. C'est un modèle qui est un peu différent, mais qui est très intéressant. Il faut 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, 40% d'EBITDA. Ouais. Dommage. Oui, C'est incroyable. alors, c'est peut-être pas 30 millions, c'est peut-être un peu moins, hein, mais bon, ils font 40% d'EBITDA. C'est pareil pour First Finance, hein, je pense qu'ils doivent faire aussi pareil, 35-40%. Ok. 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc D'accord. c'est ces deux modèles-là qu'on essaie de C'est le visage, ouais. atteindre. Ok, ça marche. On va essayer. Et le prix de la formation aujourd'hui, il a combien? Est-ce que ça dépend du certificat recherché ou alors c'est Oui, combien? ils vont varier entre 750 euros et votre audience est plutôt francophone, occidentale, c'est pas? On essaie de viser à peu près tout. On essaie de viser à peu près tout, donc Ok, tu peux faire les ça va être d'accord, entre 750 euros et 1000 euros, donc entre 500 000 et 650 000 en CFA. D'accord, ça marche. Ça marche. Et j'avais juste une question. En fait, j'imagine que, en fait, de ton point de vue, en fait, comment est-ce que tu as réussi à poser le certificat d'année séquentielle de l'UE2? Par exemple, si je prends la CMN uniquement comme référence, comment est-ce que tu as pu réussir du coup à poser le certificat d'année séquentielle de l'UBE comme référence sur le marché? Vu que j'imagine qu'il y a sûrement des anciens étudiants à toi qui doivent mettre ça sur leur CV. En fait, ça devient un poids sur le CV quand tu as fait l'UBE. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, en fait, Oui, je comprends bien. comment est-ce que tu as réussi Alors, à avoir cette, du coup, est-ce que c'est ta formation, par exemple, ou alors c'est en réseau, ou alors, enfin, c'est peut-être sûrement un XD2, j'imagine, mais tu en es- oui, c'est ça, c'est une combinaison pour ça. Si vous voulez, moi, mon modèle, c'est les écoles de commerce en France, hein. Les écoles de commerce en France, elles font du marketing de leur diplôme, quoi. Donc, on a fait la même chose. Donc, avec mes associés, on est allé voir, on a tapé à toutes les portes. On a fait du buy-in, c'est-à-dire que dès le départ, dès la conception, on a associé les gars. Ah, les gars, on est en train de lancer ça. Voici le contenu, modifiez-le, voilà, proposez-nous des choses. Donc, les gens se sont sentis déjà impliqués. On a fait du buying, donc ça fait du buying assez fort. Après, on allait voir les autres nouveaux participants là, on a dit, voici, il y a ce truc-là qui existe. Et puis, on a fait des partenariats avec l'association de private equity ivoirienne, des banques d'affaires, etc., etc. Et donc, bon, à la fin, vu qu'on a inclus, j'ai envie de dire 50% du secteur financier à la conception, soit en tant que partenaire, soit en tant que prof, soit parce qu'on allait les voir pour leur dire, regardez, on le fait. En fait, les autres se sont alliés, ça crée du bouche à oreille, etc. Donc ça fait que
Aujourd'hui, il y a un nom dessus. D'accord. Sur le volet juridique, donc juriste, fusion, acquisition, c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que bon, là, on avait moins de réseau, puisqu'on n'est pas avocat ou juriste. Mais bon, on a fait sur le target screening, quoi. On a identifié les cabinets, etc. On leur a envoyé des messages, on a pris des rendez-vous, on a eu leur pitcher le truc. Euh, on a fait un partenariat avec 2 cabinets qui ont revu tout le contenu. On a vu que c'était cohérent, on l'a mis en forme. Et puis on allait le marketer. On a dit, regardez, en forme des gens qui apprennent à faire ça. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire avancer les choses. D'accord, très bien. Super. Du coup, au vu de ce que tu as dit, tu viens de dire, on suppose, alors que tu as pas eu vraiment énormément de difficultés, ben, dans les débuts, vu que dès le départ, en fait, tu as eu à approcher les fonds de private equity, les boutiques M&A éventuellement, comme tu as eu à le dire, qui soignent au niveau du financement structuré. Bon, il sera lancé dans pas longtemps, mais vous avez eu à approcher tout ce qui est EcoBank, Société Générale. Du coup, au niveau du recrutement des formateurs, ça n'a pas été, ça a été simple en fait, vu que vous les avez approchés dès le départ, vu qu'ils se sont sentis impliqués dans le projet. Et lorsqu'on les approche une seconde fois pour venir dispenser ces cours, au final, on va dire que c'est peut-être un peu plus simple, étant donné qu'ils ont été à la conception du programme, je suppose. Exactement. Et il y a ça, et puis euh, il y a aussi le fait que ce dont je me suis rendu compte, c'est que les gens, euh, beaucoup de gens sont passionnés par ça. Ils ont vraiment envie de partager ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris. Euh, il suffit juste de demander. Il suffit juste de demander, puis les gens viennent. C'est-à-dire que moi, je suis toujours surpris. Hein. Hier, j'étais avec des amis qui donnent pas cours et qui me disaient quand est-ce qu'on vient donner cours, on a envie de donner cours. Euh, Ouais, alors, auditeur. il y a beaucoup de ça. Et ça, c'est vrai à la fois pour la partie finance et pour la partie droit. Les gens ont envie, ils aiment ça, en fait. Euh, donc voilà, c'est pas très compliqué pour l'instant de le faire. On va commencer à se diversifier sur d'autres types de métiers. Comment ça va se passer. Donc pour l'instant, ça va. Et puis bon, on paye beaucoup mieux nos profs que la plupart des gens ici. On paye 2 fois mieux nos profs que les autres en moyenne. Moi, ce qu'on me dit, c'est quand je faisais les cours en 2022 dans l'école, là, à l'époque, c'était un taux horaire. Ok. Euh, voilà, j'ai doublé, quoi. J'ai doublé pour les gens avec qui je cours. Euh, plus par respect pour eux que autre chose. Voilà. Non, ok, non, je comprends. Je comprends, je comprends. Respect Ouais, y a pour pas eux de parce problème. que c'était vraiment du bénévolat, quoi. Non, il n'y a pas de problème, ouais, je comprends. Alors, tu as également évoqué que lors des remises du certificat, vous organisez un petit cocktail où il y a non seulement les apprenants, mais il y a également vos différents partenaires qui participent. Ça leur permet à eux de réseauter et à vos apprenants également de réseauter. Du coup, est-ce que tu peux dire que ce petit cocktail que vous organisez là a eu un impact concret lors de la suite de la carrière en fait de vos apprenants? Ah oui, oui, oui. Alors, ça a plusieurs impacts. Premier impact, même, c'est bon. Il y a un cocktail, donc les gens viennent boire un peu d'alcool, ils mangent bien, ils sont contents. Et quand les gens boivent un peu d'alcool, ils se désinhibent et ils parlent, ils font connaissance et ils passent un bon moment. Et ça fait qu'en fait, Mhm. IBE est associé à un bon moment. Donc ça, c'est déjà très bien. Ok. Et concrètement, on a eu des apprenants qui ont fait des contacts pendant le cocktail, euh, ou Ok. ensuite, qui est devenu ensuite un job après. On a des gens, on veut pas citer Ok. pas citer les marques, mais on a des gens Big Four, pour qui ça s'est passé exactement comme ça. Euh, en banque d'affaires aussi, où ils ont rencontré des gens, ils ont échangé des cartes au numéro. Quand l'opportunité s'est présentée, vu qu'ils ont bien sympathisé, on les a appelés, il y a une opportunité, bien passé l'entretien, on va en entretien, ça se passe bien. Et donc là, on est... Ils ont été bien formés après tout. Euh, Oui. Après, ce qu'on essaie de faire, comme on fait des entretiens, on essaie de sélectionner des gens qui ont déjà quand même un peu la tête bien faite, pour pouvoir aussi leur donner, ce qu'on apprend, parce que c'est quand même massif, hein.
ce qu'on te donne comme information, c'est très dense, Non, tout juste. euh, très dense. Et donc, il faut vraiment être impliqué, passer du temps, faire les cas, etc. Et, euh, et ouais, et donc, faut avoir quand même de bonnes bases intellectuelles pour pouvoir y arriver, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on sélectionne aussi les gens au départ. Ok. Euh, du coup, si je retiens bien, IBE apporte, on va dire, deux éléments importants pour la réussite de la carrière des différents apprenants. D'une part, il y a l'aspect formation. Vous efforcez en fait de proposer une formation de qualité avec des apprenants de qualité. Quand on parle d'apprenants de qualité, pas seulement dire que dans notre programme, on a des docteurs, on a telle personne, mais véritablement des professionnels, des personnes qui exercent à l'heure où ils sont en train d'enseigner. Si, quand ils finissent de vous enseigner, ça, Exactement. c'est l'enseignement qu'ils iront, qui pratiqueront dans les heures à venir. Du coup, on est Exact. sûr et certain de la qualité de la formation. Et d'autre part, également, vous ne négligez pas l'aspect réseau euh, parce que vous jugez que c'est important. Du coup, nous, on aimerait savoir éventuellement si tu pouvais en dire plus sur l'aspect réseau. Est-ce que tu juges que l'aspect réseau est quelque chose d'important, de prépondérant dans la réussite d'une carrière professionnelle en finance, enfin, dans les métiers de la finance, private equity, LNE? Non, dans les métiers de la finance, pour moi-même, c'est une condition sine qua non. Parce que si on est très fort et qu'on est très fort dans sa maison, ça sert à rien, quoi. Une Rolls-Royce qui reste garée dans le garage, voilà, ça sert pas à grand chose. Donc, il faut être bon. Mais le fait d'être bon techniquement, c'est la base. Ça fait pas une bonne carrière en finance. Euh, une bonne carrière en finance, c'est des skills, sociales. Il faut être capable de tenir une conversation. Bon, ça, c'est des choses qu'on dit à nos apprenants à chaque fois. C'est des skills sociales, c'est de la culture générale, c'est, euh, c'est sortir de chez soi, c'est être capable de sympathiser, être capable de se vendre soi-même euh, et de créer des opportunités, euh, même autour d'une conversation qui peut être banale. Euh, Ok, bon, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que je fais un peu de conseil en levée de fonds aussi à côté. Euh, ok. et pour faire ça, et pour faire ça, j'ai pas une banque d'affaires. Donc, Mm. je rencontre des gens de façon aléatoire. Euh, on a des discussions très générales. Et en fait, il faut toujours être concentré pour aller voir où est-ce qu'il y a l'opportunité, et même si elle n'existe pas, comment la créer Ok. dans ces conversations-là. Et voilà, je pense pas qu'Emmanuel Macron, chez Rothschild, sa plus grande force, ça a été la technique. Non, non, pas bien sûr. Bah ça, Bien sûr. bien sûr. Euh, Ça, c'est compris. Bon, on a un site là, internet, c'est intéressant. Ouais, avec nos enfants. ibe.com, ili-be.com, qui est plutôt, je pense, pas mal foutu, avec un accès direct vers notre WhatsApp. Donc, D'accord. vous allez sur la page, vous pouvez cliquer sur WhatsApp directement, vous allez avoir accès à un humain à qui vous pouvez D'accord. poser toutes les questions, des Ok. questions. Et je suis aussi accessible, je suis toujours là. Si les questions sont posées sont plus complexes ou s'il y a besoin de conseils carrière, ce genre de choses, là, moi, Ok. je peux jump in, Ouais. faire des calls avec 5 Ok. minutes, 15 minutes même. Ça va. Voilà. Donc, d'accord. Merci beaucoup, Jean-Vincent, pour cela. Donc, là, on a retracé un peu tout l'écosystème. Enfin, on a retracé tout l'écosystème. On a essayé de retracer à peu près les grands éléments de l'écosystème. Là, on a parlé de la formation, du coup, académique du coup, futurs acteurs de l'écosystème, via IBE. Et maintenant, j'aimerais un peu qu'on parle de la donnée, du coup, dans cet écosystème-là. Donc, tout ce qui concerne capital très africain. Donc toi, tu as notamment, on revient dessus, une expérience chez Abetis, qui est la plus grosse expérience, je pense. Et après, enfin, tu as travaillé aussi chez Jeune Afrique un peu de façon plus court terme. Donc, dans l'expérience que tu as eu à avoir, comment est-ce que tu as été confronté à un manque de données pour travailler? Enfin, je veux dire, on sait qu'en Occident, ils ont des grosses bases de données, etc. Centre et Occident, qui ont quelques données sur l'Afrique, mais pas forcément focus Afrique. Comment est-ce que tu as été confronté du coup à ce manque de données-là? Comment est-ce que vous travaillez, enfin, comment est-ce que l'écosystème travaille au quotidien, notamment dans ce que tu as pu faire chez Netflix? Ouais. Alors, dès que je suis rentré, j'ai été confronté à ce sujet de données, c'est-à-dire que
j'arrive à Abidjan. Bon, ce qui m'a beaucoup excité en private equity, c'était du sourcing. Sourcing, c'est-à-dire trouver des opportunités d'investissement. Ça m'a beaucoup excité ça quand je suis entré. Donc, comment trouver des opportunités d'investissement? C'est une base de données, on screen la base de données, on essaie d'approcher les boîtes, puis bon, on y va. Bon, ça n'existe pas, cette base de données, quand on arrive. Euh, et donc, voilà, ça, c'est le premier sujet déjà, c'est les données des entreprises privées. Euh, alors, si vous allez à l'Institut national de statistique, donc de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Burkina, ils ont tout ça, puisque les chiffres sont déclarés par les entreprises. Les chiffres sont pas toujours bien déclarés par ces entreprises-là, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont optimiser fiscalement en réduisant leurs charges, etc., etc. Mais quoique, en général, là où ils vont pas optimiser, c'est au niveau du chiffre d'affaires, ils vont pas optimiser. Et bon, lorsqu'on connaît les métiers, on sait à peu près quels sont les ratios des bidas naturels qui devraient sortir. Donc ces données existent, elles sont gardées jalousement par les INS et les impôts de chacun des États, ce qui fait qu'on n'y a pas accès. Donc ça, c'est un sujet. Je crois que l'équivalent de ces bases de données en France, par exemple, c'est Diane. Ou même on a du Papers aussi. On a du Papers aussi en France. On a aussi du Papers en France. On a Papers. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là où vous pouvez en fait avoir limite des états financiers de toutes les boîtes. Il faut payer pour ça. Donc ça, déjà, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, il faut faire des valos. Et donc, si tu fais des valos, ça veut dire qu'il faut avoir donc des transactions comparables et des comparables boursiers. Bon, pour les comparables boursiers, on arrive à s'en sortir à peu près. Capital IQ, qui est cher, mais bon, qui fait le travail. On arrive à s'en sortir. Après, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se payer Capital IQ parce qu'économiquement, c'est pas possible. Capital IQ, c'est un salaire annuel d'un junior, quoi. Quasiment ici. Donc, il y a certains qui peuvent pas se le permettre, donc qui vont pas le faire. Et puis, les transactions comparables, là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, puisqu'il y a très peu de disclosing sur ces transactions-là. Et même quand c'est fait, il n'y a pas. Alors, Merger Market fait du mieux qu'il peut, mais Merger Market couvre pas très bien l'Afrique. Il y a quelques bases de données panafricaines, mais qui ne couvrent pas non plus très bien l'Afrique. Qui ne couvrent pas, qui vont couvrir peut-être 50% des transactions, et 50% vont leur échapper. Et donc, en fait, il y a ce besoin-là d'avoir un endroit où on peut avoir les informations des entreprises. Même si on n'a pas les valos ou les multiples, au moins même savoir l'existence de la transaction pour derrière aller chercher le multiple qui a été utilisé via le réseau personnel, etc. Passer des coups de fil. Une base de données bien classifiée, idéalement avec les approches de multiples. Donc, il y a ces deux besoins qui sont forts. Bon, chez Jeune Afrique, on a commencé à attaquer. Quand j'y étais, on a commencé à attaquer ça. Avec, bon, je pense que vous avez peut-être parlé avec Ayoub, je sais pas comment avance la discussion avec lui. Mais c'est lui qui est en charge de tout ça. Et il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Mais voilà, je pense qu'il commence à développer le truc là. Il vient développer le truc, etc. Il y a vraiment un besoin. Il y a un gros besoin. Mais vu que la plupart des fonds sont soit ouest africains, l'Afrique centrale, Afrique australe, ou alors panafricains, il faut aller chercher la masse critique avec la plupart des pays possibles, en fait. En Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, les pays intéressants, c'est Ghana, le Nigeria, Togo, Bénin, Sénégal, Côte d'Ivoire. Idéalement, si on peut ajouter Guinée, le Burkina, l'AES, là. Guinée, Burkina, Mali serait top aussi. Mais bon, il faut déjà avoir ces 5 pays que je citais là. Ça commence à être la masse. En Afrique du Nord, au Maroc, faut faire la Tunisie, faut faire la Tunisie, le Maroc. En Algérie, je connais beaucoup moins. Faut faire la Mauritanie. Il y a des opportunités en Mauritanie. Personne ne les voit. Il y a de grands entrepreneurs en Mauritanie. Voilà, donc faut agréger, en fait, toutes ces données-là pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Je pense que celui qui arrivera à le faire,
Ouais, je pense qu'il pourra avoir accès à une base de données comme ça à 10-15 000 € l'année. Bah, ça tombe bien parce que c'est pour ça qu'on bosse sur Akina depuis un an. Ça tombe bien. Ça tombe bien. C'est une transition parfaite à trouver. Donc, là, je vais parler un peu d'Akinia. Donc, on est donc une solution d'agrégation de données du coup utilisateur de capteurs TV. Donc, comme Jean-Vincent l'a dit, c'est les entreprises privées et publiques. Enfin, on propose aussi des 1200 à peu près entreprises cotées sur les bourses africaines, avec leurs états financiers, bien sûr. Les entreprises privées, pour l'instant, c'est toutes les informations stratégiques, opérationnelles qu'on a dessus, avec pour celles qu'on a, les états financiers également, qui sont agrégés dessus. Donc voilà, avec également les deals dessus et les fonds d'investissement, les véhicules d'investissement qu'ils ont levés, les conseils sur les investissements. Donc en fait, on est vraiment un outil tout tournant pour l'investisseur ou le consultant qui travaille sur des deals sur le continent africain, ou alors le gros corpo qui aimerait faire des acquisitions aujourd'hui sur le continent africain. Donc voilà, c'est ce à quoi on aspire. Donc pour donner un peu une historique d'existence, on a lancé une première version en mars dernier, qui a été plutôt très bien reçue sur l'écosystème. Donc on a eu quelques premiers clients, on a eu beaucoup de premiers, enfin des centaines de premiers utilisateurs. Là, du coup, étant donné qu'on a eu des modifications internes, on va dire, on a du coup construit un produit beaucoup plus solide que ça, qui sortira à la rentrée prochaine. Donc en septembre prochain, on enregistrera à fin août, qui sortira en septembre prochain, qui proposera du coup un overview de tout ce que je viens de décrire là, et qui aura du coup l'impact que Jean-Vincent essaie de décrire ici avec son propos. Donc voilà. Voilà ce que c'est Akinia, et du coup, l'Alchimia Talk, ça va dans ce sens-là, de toujours démocratiser du coup la connaissance qu'on peut avoir du coup sur l'écosystème du capital privé sur le continent africain. On fera plusieurs épisodes avec plusieurs entrepreneurs différents. Là, aujourd'hui, c'était pour la formation des futurs investisseurs et banquiers d'affaires et infrastructure guys, etc. Voilà. Merci beaucoup à toi, Jean-Vincent, pour l'éclairage. Donc, je dirais peut-être un mot de fin pour toi. Ton parcours, il est assez intéressant. Il y a beaucoup d'expériences différentes. Donc, peut-être quel conseil aujourd'hui, au vu de ce que tu as comme expérience sur le marché, etc., tu donneras, je dirais, un jeune du continent, enfin, je dirais même de la région ouest-africaine qui aimerait travailler dans ce milieu-là, qui aimerait évoluer sur les métiers de l'investissement, que ce soit du conseil ou même de l'investissement pur, hein, qui aimerait évoluer sur cette métier. Non, là, déjà, enfin, c'est possible. C'est possible de le faire. Je pense que c'est possible d'intégrer ces métiers-là. C'est possible d'avoir une belle carrière en étant sur le continent, parce que des entreprises se sont installées, ont besoin de talent. Et donc, on peut faire partir de ces aventures-là et construire la carrière qu'on a envie de se construire. Donc, on a étudié ici ou qu'on a étudié à l'étranger. On peut s'épanouir en Afrique. Et il faut y croire. Deuxième chose, il faut travailler dur. La compétence est récompensée. Euh, de l'extérieur, on peut avoir l'impression que parle beaucoup de corruption, etc., etc., etc. Mais en fait, la compétence est récompensée, elle est même valorisée parce qu'elle est rare ici. Et donc, il faut s'assurer d'être compétent, toujours chercher à se développer. Et puis, troisièmement, faut prendre des risques. Ok. Faut prendre des risques. Faut s'assurer qu'on maîtrise quelque chose, hein. Une fois qu'on a une compétence, après, il faut prendre des risques. Faut pas avoir peur de partir, pas avoir peur de venir, pas avoir peur d'essayer. Euh, Parce qu'une fois qu'on a la compétence, on finit toujours par rebondir. Et ça, D'accord. c'est quoi, 9 ans de carrière maintenant qui marche. Ouais, ça, c'est pas encore beaucoup. Ouais, bien C'est pas sûr. encore, c'est pas beaucoup, mais Bah, le temps, c'est surtout. j'ai déjà pu le constater. Ça Que marche. Ça marche. quand on maîtrise un sujet, on finit toujours par rebondir. Ok, ça marche. Ça marche. Et je sais pas si on en a parlé, mais pour toi, c'est quoi les ambitions sur... je pense qu'on a parlé du moyen terme pour IB, mais peut-être sur du plus long terme. Alors, enfin, rapidement comme ça, Non, je te dis, non, 5 minutes, dis un peu de ce que tu sais à quoi tu ressembles. non, exactement. J'ai parlé de deux entreprises auxquelles je voulais, qui nous inspirent. Je pense Ouais. qu'on sera d'un modèle un peu hybride. On sera d'un modèle hybride entre les deux, des certificats forts et puis des partenariats pour
pour proposer des formations plus longues, master exécutive, etc., avec des partenaires internationaux. Et puis, une tendance à aller de plus en plus vers le digital, mais pas un digital ouvert comme un Udemy ou je sais pas, mais plutôt un digital avec du coaching et avec une approche plus personnalisée de sorte à ce que les gens soient plus impliqués dans ce qu'ils font et pas juste qu'ils viennent compléter un questionnaire en ligne pour avoir un certificat. Donc voilà, nous, c'est ce qui nous drive aujourd'hui. Ce qui nous drive aussi, c'est de pouvoir donner des opportunités aux jeunes en Afrique de l'Ouest. Quand on parle de media buying et qu'on veut faire du media buying, par exemple, ce qu'on va leur apprendre, ce sont des compétences qui sont utiles à une entreprise ivoirienne, sénégalaise, marocaine, mais qui sont aussi utiles à une entreprise qui est au Canada, une entreprise qui est en France, qui est une entreprise qui est en Angleterre, etc. Donc, avec ces compétences, par exemple, ils pourront aller sur des plateformes de freelancing, créer des petites boîtes, faire du conseil, et s'ils sont bons, aller vendre leurs compétences ailleurs qu'à Abidjan, en plus, donc, de les vendre à Abidjan. Donc, il y a vraiment aussi cette volonté, donc, de créer des opportunités pour, pour, pour les Africains, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui drive même depuis le départ, en fait. D'accord. Quand je disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'avoir fait l'X pour faire de la finance à Abidjan. Ça part vraiment de ça, en fait. On est là, effectivement, mais il faut pouvoir avoir accès à cette opportunité-là. Et notre objectif, c'est de donner accès à l'opportunité à des gens qui sont là et qui en ont besoin, Ok. qui vont s'en sortir. D'accord. Ça marche. Donc, c'est ce qui Live. se passe, quoi. Ok, ça marche. Merci beaucoup à toi, Jean-Vincent. Merci à vous. Merci à vous. Ravi d'avoir fait votre connaissance aussi. Et puis, j'espère qu'Akinia va se développer, vous êtes en concurrence frontale avec Jeune Afrique, là. Ouais. Donc, quand vous allez parler avec Ayoub, Ouais, c'est vous allez parler avec Ayoub, parce qu'il exécute vite aussi, hein, il va très vite, Ayoub. Très, très bon. C'est un ancien de stratégie Hand et Sec. Ça va vite aussi. Et les équipes peuvent bien vite. Bah, on Donc, va essayer de faire Nicky déjà. il y aura une course. Soit une course, soit un partenariat. Je ne sais pas comment ça va finir, mais voilà. Bah, peut-être ouais, on sait pas non plus, on verra, ça marche. Bah, on va essayer de faire mieux. Quoi, ça c'était l'épisode 3 de la Kenya Talks. D'autres épisodes arrivent avec d'autres acteurs. Enfin, je sais pas si tu pourrais donner, enfin, peut-être est-ce que tu auras un acteur que tu aimerais voir sur l'épisode. Tu nous parlais d'Ayoub tout à l'heure. Tu peux peut-être présenter qui c'est Ayoub. Donc, Ayoub est l'ancien directeur de la stratégie et du développement dans le groupe Jeune Afrique Média, qui aujourd'hui a pris la tête donc du département. Donc, il est parti de la stratégie et maintenant il est directeur du département média et puis tout ce qui est business comment ça s'appelle en français c'est tout ce qui est lié aux données économiques. J'ai oublié intelligence économique. D'accord, ça marche. Intelligence économique. Et donc, il gère cette partie-là, il la développe. Donc, Ok. Ayoub a un parcours proche du mien. Il a fait un stage chez Ardian. Ensuite, il est rentré chez Stratégie Inde, où il a fait 4 ans et demi avant de sortir comme directeur de la stratégie chez Jeune Afrique. Et puis donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que j'aimerais voir? Alors, moi, j'ai ma mentor en finance qui s'appelle Kadiko Nediko, qui est senior partenaire chez Amétis, qui voilà, elle m'a appris 80% des choses que j'ai apprises sur le private equity, la structuration, etc. Et voilà, qui aujourd'hui a une bonne quinzaine d'années d'expérience dans le domaine. Qui a fait aussi du M&A à Paris, Société Générale, donc voilà, très très bon niveau. Je pense que c'est bien, ça pourrait être bien aussi de l'avoir. Et voilà. À l'époque, quand cette équipe panafricaine, elle travaille pas mal aussi sur l'Afrique du Sud, donc West Africa, Afrique du Sud, donc ça donne aussi plus de perspectives. Ok. Et si vous n'arrivez pas à la voir, elle, vous pouvez avoir, comment elle s'appelle? Madame Fanny Laplace aussi, qui est directrice chez Amétis. Voilà. Un métier, ça. D'accord. Bah, si, via toi, si tu veux bien faire une production, on est preneur, hein. Y a pas de souci. Vous me direz qui vous voulez, on va voir ce qu'on peut faire. D'accord, ça marche. Merci encore à toi, Jean-Vincent, et bon après-midi à toi. Bon, bye.